Bon week-end chez vous, mesdames et messieurs. Gale Africa, toujours à votre compagnie. Nous signalons encore une fois les affrontements justement qui se poursuivent dans les territoires des Lubero. Cette fois-ci, c'est à Mambasa, Kanyati. Les forces armées de la République démocratique du Congo font face justement aux rebelles du M23, appuyés toujours par l'armée rwandaise. On en parle avec Josué Walaï. La donne diplomatique pourra aussi intervenir avec ces ping-pong qui s'observent entre les gouvernements de la République démocratique du Congo. De l'autre côté, c'est les M23 qui insistent aussi sur un dialogue direct avec les gouvernements congolais. Josué Walaï, bonjour. Bonjour très chers journalistes, bonjour également à nos téléspectateurs, bonjour à tous les amoureux de Gale Afrique. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi de toujours me retrouver sur votre plateau. Une semaine aussi intense avec les affrontements dans les territoires des Lubero, surtout en voyant les M23 prendre encore une fois des espaces. On peut dire ils prennent les sur les forces armées de la République démocratique du Congo. Quelle lecture vous personnellement vous faites en suivant tout ce qui se passe justement dans le territoire des Lubero? Moi, je crois que je n'ai pas trop de lecture à faire autour des affrontements qui se passent actuellement dans les territoires de Lubero que de comprendre, de faire comprendre que la diplomatie a échoué. Parce que si la diplomatie avait réussi, on ne devrait pas revivre des affrontements. Mais le plus important pour moi, c'est de réfléchir sur la motivation de notre armée qui est en train de se battre. Parce que se battre sans motivation, c'est aussi perdre d'avance. Et avec les remaniements que Félix Tshisekedi a fait pour... dans l'armée, pardon, oui. qui est les remaniements, est-ce que, la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que ces remaniements ne peuvent pas affecter, au moins les offensives de nos FARDC, ou soit la performance aussi de nos FARDC. Oui. Ça peut être bien sûr une solution, mais vous allez comprendre que quand il faut changer des joueurs sur le terrain, on arrête d'abord les matchs pour que un autre joueur puisse sortir et que l'autre puisse entrer. Mais si c'est dans le match que nous changeons de joueurs, ce n'est pas facile. Et ce qui vient de se passer actuellement avec nos FARDC, c'est en pleine guerre, en pleine offensive de nos FARDC, mais également des M23, que le président de la République vient de remanier certains généraux. Donc et pour moi, je ne dirais pas que ceux-là qui étaient là travaillaient mieux que les autres, mais pour moi, je me dis qu'on avait tout le temps de les faire. Mais on vient de les faire à un moment un peu compliqué, un peu critique. Il était important parce que c'est là qui sont... C'est ces militaires qui viennent d'être nommés justement. Pour vous, ils ont besoin de ces temps justement pour... aussi étudier bien les terrains, quel est le travail que les prédécesseurs faisaient pour s'enquérir aussi de la situation et bien se lancer. Moi, je crois que si une fois on nomme un général, comme par exemple commandant 3e zone de défense, il doit être conséquent. Et il doit déjà venir et il maîtrise très bien le terrain, il maîtrise très bien ce qui se passe. On ne peut pas amener une personne qui ne maîtrise pas le terrain actuellement. Nous avons besoin que nos FARDC puissent mettre hors d'état de nuire la rébellion du M23, mais il est également crucial
de comprendre que la diplomatie, les voies diplomatiques sont en train d'échouer et que le M23, comme vous l'avez annoncé au début, est en train de réclamer. Vous parlez d'un échec parce qu'à Luanda, je ne parle pas d'un échec uniquement à Luanda, mais pour moi, je dirais que c'est un échec parce que depuis le début, on est en train de nous dire que nos FARDC observent les cessez-le-feu. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que les M23 aussi observent les cessez-le-feu? Ils sont en train de prendre le terrain. Les M23 ne pas être concernés par un quelconque cessez-le-feu. Parce que c'est les fruits de Luanda. C'est une manipulation. Parce que moi, j'ai toujours dit que les M23 n'existaient pas. On est attaqué par le Rwanda. Et certains soldats qui se trouvent sur le sol congolais, c'est dit M23. Mais il y a quand même l'AFC, que je peux dire que l'AFC existe avec les Nanga, parce que c'est une rébellion, ils sont venus du pays et ils ont créé les rébellions. Mais c'est un mariage, AFC, M23, et de l'autre côté, il y a moi je dirais que c'est AFC Rwanda et Ouganda. Ce qui nous attaque actuellement. Oui. Et nous, notre diplomatie est en train d'échouer depuis longtemps, parce que le chef de l'État, normalement, et au début, lorsqu'il a accepté de travailler avec l'Ouganda, avec l'opération Shuja au Grand Nord, il devrait comprendre également que aussi ces gens sont nos ennemis. Et que ces gens, ils font partie des ennemis du pays. Parce que ce qui se passe actuellement, on ne sait pas dire qu'on a eu une diplomatie efficace. Je crois que nous devons plutôt mettre notre confiance à nos FARDC et les soutenir, parce que l'armée elle a besoin du soutien de la population pour gagner cette guerre. Sans le soutien de la population, notre armée ne gagnera pas. Mais s'il faut dire que notre armée a également besoin d'une diplomatie forte, il faut... Mais ça va de pair, on fait la guerre au même moment, on discute. Au côté diplomatie, on a échoué. Mais il doit toujours discuter, Josué. Discuter, je ne sais pas, on va discuter avec qui? Parce que quand on parle de discuter à Luanda, nous, on pensait que normalement, et c'est ça la vérité, le Congo devrait aller discuter avec le Rwanda. Parce que c'est eux et l'Ouganda. Parce que c'est eux les vrais agresseurs. Mais lorsque, d'abord du côté Ouganda, le chef de l'État voyage en Ouganda, il se voit avec Museveni. Et aujourd'hui, c'est le fils de Museveni qui est en train de dire qu'il va attaquer des personnes qui opèrent sur leur zone de défense. Donc, toujours dans une déclaration de la sorte, rappelez-vous, c'est pas la première fois. Il est envoyé, oui. Il est envoyé. Combien de fois son père lui a recadré par rapport à ces déclarations? Donc, on ne peut pas penser que l'hypocrisie diplomatique pourra un jour nous amener au changement ou soit à la paix. Les gens ont dit que la guerre a échoué, mais pour moi, je crois que la guerre n'a pas encore commencé. Et qu'il était important que nos FARDC puissent vraiment prendre des décisions courageuses en fait de mettre fin à cette rébellion. C'est lancé dans les offensives parce que parler, on a longtemps parlé. On a parlé à San City. On a parlé au niveau ici à Goma en 2009. D'ailleurs, c'est ce qui aujourd'hui a créé ce qui s'est dit Kampala, être M23. On a parlé à Nairobi, on a parlé à Kampala, on est à Luanda. On a beaucoup parlé. Et ces gens-là, ils sont là, ils se disent, nous allons parler, on va signer des accords, et après 3 ans, 5 ans, 10 ans... Mais l'impression que ça donne, c'est que nous allons encore renaître. Les discussions vont toujours continuer, parce que toutes les parties se montrent aussi favorables pour la poursuite aussi des discussions sur les plans diplomatiques, que ce soit la RDC, même le Rwanda. En fait, la RDC n'est pas favorable, parce que je l'ai toujours dit que aussi longtemps vous êtes faible sur le terrain. Aux discussions avec le Rwanda, pas avec le M23. Je suis en train de te dire que le M23 n'existait pas. On devrait discuter avec le Rwanda. Oui. On devrait discuter avec l'Ouganda. On ne devrait pas discuter avec le M23. C'est aussi préalable qui avait même fait à ce que les processus, les sommets de Rwanda puissent un tout petit peu connaître cet échec. Oui, parce qu'ils ont essayé de dissocier Kagame et le M23. Pourtant, ce n'est pas normal. Donc, et les refus de Kinshasa, vous ne considérez pas ça comme étant une bonne manière d'aborder
les discussions diplomatiques, des refuser. Moi, je crois que la position, c'est pas une avancée. Pour que toutes les positions de Kinshasa soient fortes, il faut que nous soyons d'abord forts sur le terrain. Kinshasa, c'est ce que Mouya est en train de dire. On ne va pas négocier avec le M23. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de préconiser pour ne pas négocier avec eux? Parce que si une fois ils prennent du terrain, on sera obligé de parler avec eux. Ce qui est très important, on n'a pas besoin de la pression médiatique pour gagner la guerre. On a besoin de la pression sur le terrain. On a besoin de voir nos FARDC se battre. Parce que ceux qui partent sur la ligne de front, ils nous disent souvent que voilà, ici c'est les Ouazalènes qui sont en train de se battre. Ici, mais nos FARDC, ils sont mais Josué, actuellement. Il ne faut pas aussi minimiser tous ces efforts. Je ne peux pas. Dans le territoire des libéraux, les 2 ou 3 dernières semaines. Je ne peux pas minimiser les efforts de nos FARDC, mais moi je crois que nos FARDC sont tellement forts et que les indicateurs nous montrent qu'ils ne sont pas en train de gagner. Donc, qu'ils utilisent cette force pour que nous puissions gagner la guerre, que nous puissions quand même quitter les sensationnels où il faut dire je soutiens nos FARDC seulement. On soutient nos FARDC bien sûr, mais pour que le soutien là soit tellement fort, il faut que nos FARDC puissent nous donner de l'envie de les soutenir. C'est comme les léopards lorsqu'ils sont en train de jouer, par exemple. Si on vient de les battre 5 matchs consécutifs, lorsqu'on part suivre les matchs, on part avec d'abord un cœur déçu. On sait, bon, ces gens, ils vont encore nous décevoir. Mais s'ils sont en train de gagner, ils ont le soutien de tout le monde. C'est la hiérarchie de cette armée, c'est beaucoup plus les politiques qui doivent donner les ordres pour que finalement les offensives soient lancées par les FARDC. C'est pas les militaires ne peuvent pas se réveiller un petit matin puis lancer directement les offensives. Moi, je crois qu'un pays ne se gère pas par les sentiments politiques. Un pays se gère par les sentiments de respect des textes. Respecter les lois. Parce qu'on n'a pas. Aujourd'hui, on voit par exemple nos FARDC. Ils ont un serment, ils ont prêté serment de défendre l'intégrité nationale du pays. Et lorsque l'intégrité nationale du pays est envahie par des pays étrangers, je ne vois pas encore un militaire continuer toujours à attendre qu'on puisse lui donner l'ordre. Normalement, il a l'ordre. Dès qu'il prête serment, c'est déjà l'ordre. La loi lui a déjà donné. Mais il y a... Pardon. La loi lui a déjà donné. Les procédures doivent rester au niveau de l'armée pour défendre les pays. Mais les politiques sur un cessez-le-feu. Quand les politiques... Ce dernier aura effet aux opérations militaires. Si les politiques vont continuer à manipuler l'armée, je crois que l'armée sera en train de se vider de sa substance. Mais il y a un commandement. Par exemple, on a les chefs de l'État, qu'on appelle toujours les commandants suprêmes. Est-ce que la question c'est, est-ce que le chef de l'État est d'accord que nous puissions gagner la guerre? Sinon, je crois qu'il sera considéré au même titre que ceux-là qui nous agressent. Et il est très important. On ne peut pas penser ainsi. Les FARDC, ils ont une mission. C'est par exemple, on te dit, voilà, toi tu es, je prends toujours l'exemple du football, toi tu es attaquant de pointe, c'est ça ton rôle. On ne peut pas te donner, on ne peut pas te passer une très bonne passe et puis tu te dis, bon, comme le coach n'a pas encore décidé que nous puissions buter, moi je vais d'abord attendre. On t'a envoyé sur le terrain faire quoi? Buter. Les FARDC, ils sont ici, ils sont sur le terrain, ils sont à Lubero, ils sont pour faire quoi? Il y a toujours les commandements. Pour faire quoi? Moi, je crois que le commandement, vous êtes déjà en plein match. C'est ce que j'ai dit. Nous sommes déjà en pleine guerre. On ne va pas attendre que les gens continuent à prendre du terrain et nous frapper parce que nous attendons le commandement. Pourtant, nous savons que nous avons une mission. Nous savons que on résiste. On se défend. Moi, je crois que il faut très bien dissocier des choses. C'est pourquoi ce qu'on appelle l'armée est gérée par le ministère de Défense. La police par le ministère... C'est aussi les politiques, il faut préciser. La police par le ministère de l'Intérieur. La défense, cela veut dire quoi? La bonne défense, c'est l'attaque. Si vous ne savez pas attaquer, vous serez toujours en train de subir des attaques. Et lorsque vous êtes censé défendre une nation, vous n'avez pas besoin de voir
vos femmes, les femmes être violées, vous n'avez pas besoin de voir votre drapeau être brûlé, vous n'avez pas besoin de voir les gens piétiner les emblèmes nationaux, vous n'avez pas besoin de voir les gens continuer à tuer vos frères, et vous vous dites, on n'a pas encore reçu l'ordre. Moi, je crois que cette naïveté-là, au sein de l'armée, doit être bannie. Parce que l'armée a une mission. Et lorsqu'on devient militaire, on est conscient de cette mission. On prête serment devant le drapeau de défendre l'intégrité nationale. C'est la responsabilité de l'armée, c'est les militaires qui sont et lorsque tu ne respectes pas ces serments, tu n'es plus militaire. Et donc, pour que notre armée soit appelée armée, notre armée doit faire respecter ces serments-là. Notre armée doit montrer que réellement elle a prêté serment et qu'elle a une mission de défendre l'intégrité nationale de notre pays. Mais il y a aussi de quoi être optimiste. Si une fois notre armée, c'est ce qui arrive maintenant aujourd'hui, parce que la présence de civils qui prennent également des armes et créent des groupes d'autodéfense, cela veut dire que notre armée à un niveau, on a vu des failles. Mais on a vu des failles dans notre armée. Vous savez très bien, ils agissent aussi sur base de l'article 63 de la Constitution. Bien sûr. L'article, en fait, chaque article... Bien qu'on peut avoir l'armée, mais on le fait aussi en tant que citoyen, en tant que patriote. Mais je vous assure, si l'armée remplissait et respectait très bien son serment, on ne devrait pas voir des gens, des civils venir prendre des armes et aller se battre. Mais avec les civils se prennent en charge avec l'application de l'article 63 parce qu'ils comprennent que c'est là qui ont prêté serment de défendre l'intégrité nationale en temps de l'ordre. Mais les civils, là, ils n'ont pas besoin des ordres. Donc, ils se disent, nous, on doit défendre la terre de nos ancêtres et c'est fini. Et c'est à ce niveau-là qu'on parle de l'absence de l'autorité de l'État. Mais avec tous ces éléments... Et nous, on ne doit pas tomber là. Voilà. Les grands conseils que nous devons donner à notre armée, c'est de respecter les serments. Tout à fait. Alors, avec tous ces éléments, il y a de quoi être optimiste aujourd'hui pour une issue favorable à la République démocratique du Congo. Moi, je ne crois pas Parce que vous avez évoqué un élément très important, les soutiens populaires et les peuples qui accompagnent toujours son armée, malgré tous ces revers aussi que l'armée est en train de subir. Mais on peut dire l'optimisme n'est pas à mettre aussi de côté. Je ne peux pas être un élément qui propage le désespoir. Je sais que l'espoir n'est pas mort. Et que les Congolais, peu importe le temps, ils vont assurer la grandeur de notre pays. Assurer la grandeur de notre pays, c'est un serment que nous tous, on a fait depuis l'école maternelle lorsqu'on chantait l'hymne national, que nous assurerons la grandeur de notre pays. Et c'est très important que les Congolais puissent assurer cette grandeur. Assurer cette grandeur, c'est mettre hors d'état de nuire toutes les agressions extérieures et toutes les agressions également internes, parce qu'il y a aussi des agresseurs internes. Et quand on va mettre fin à ça, quand on va respecter ces agresseurs internes, ce sont ces groupes armés locaux. Quand je parle, en fait, les agresseurs internes, ils sont nombreux. Parce que les agresseurs, il y a des groupes locaux, il y a des politiciens que je considère également comme agresseurs internes. Parce que si tu es politicien, tu détournes 5 millions de dollars. Pendant que nos FARDC sont en train de souffrir sur le front, par exemple, sur des questions logistiques et de motivation, cela veut dire que toi, tu es agresseur interne. Et il y a également des agresseurs externes, les M23 et les autres. Donc, nous devons comprendre que les serments que nous avons prêtés, nous tous d'ailleurs, nous tous Congolais, pas seulement les militaires, nous tous, nous avons le devoir de défendre l'intégrité nationale de notre pays et d'assurer la grandeur de notre nation. Et lorsque la grandeur de notre nation est menacée, c'est à nous tous, chacun avec son niveau, parce qu'on ne peut pas tous prendre des armes, mais chacun avec son niveau, avec ses capacités. Si toi, tu ne sais qu'écrire pour défendre la grandeur de ton pays, écris. Si toi, tu ne fais que chanter comme les artistes pour défendre la grandeur de votre pays, chante. Si toi, tu es politicien, tu es là-bas pour aller plaider, si tu es député, et si tu es journaliste,
ne sois pas cette arme numérique de l'ennemi. Si tu es activiste, défends-toi. Si tu es soldat, prends ton arme et aller battre l'ennemi. Donc c'est une question de tout le monde. Nous devons porter les gants de boxe et boxer le mal qui nous attaque. Ce n'est pas à nous de propager des messages de désespoir aussi, au peuple congolais. Les peuples congolais... Des consciences donc collectives. Bien sûr. Oui. Une prise de conscience collective est très importante parce que je l'ai dit la fois passée qu'actuellement on ne peut pas tomber dans la manipulation politicienne et que penser que comme la RDC est agressée, c'est l'IDPS qui est agressé, ou soit c'est les gens qui sont au pouvoir qui sont agressés. C'est le Congo qui est agressé. Et donc, s'oppose à nous comme des ennemis. Et donc, moi, j'appelle même les ennemis du pouvoir, les opposants. Les opposants, pas les ennemis, les opposants. Parfois, ils se constituent un ennemi, même les opposants. Et c'est là qu'ils sont au pouvoir. Et la société civile, nous devons avoir des éléments de langage qui concordent pour que nous puissions mettre fin à cette guerre. Mais si une fois, chacun à ses pensées. Moi, comme je suis opposant, je préfère qu'on puisse nous battre parce que j'aimerais voir les mandats de tel échouer. Ça, ce n'est pas un esprit. Voilà pourquoi je pense que même l'opposition, elle devrait rester républicaine. Elle devrait rester attachée aux valeurs patriotiques pour que nous puissions gagner quand même nous sommes à la fin de cette émission. Je vous dis merci, Josué Oualahi, pour vos disponibilités. Enfin, justement, de répondre aux différentes questions. Et c'est l'actualité qui vient d'être décryptée sur Gueule Afrique. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à toute l'équipe de Gueule Afrique. Merci également à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Oui. Et merci à tous les amoureux du Congo. Je crois que le dernier message, c'est... Nous devons nous efforcer d'aimer le Congo. C'est bien compris. Mesdames et messieurs, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Gueule Afrique reste toujours à votre compagnie. Abonnez-vous. N'hésitez pas aussi de commenter cette analyse de Josué Oualahi et des questions qui trouveront aussi des réponses prochainement sur la chaîne panafricaine.